Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de l'ECG. Oh my god. La plupart d'entre vous, lorsqu'ils regardent un papier de CG, ils disent « Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Je devrais voir un docteur !» Mais à un moment, vous réalisez que vous êtes le docteur. Ne vous inquiétez pas, juste concentrez avec nous et on va vous faciliter les choses et répondre à votre question comment lire un ECG, mais cette fois seulement dans des étapes. Mais avant tout ça, vous devrez voir à ce que la calibration est à 25 mm par seconde et 10 mm par millivolt. Donc, on va parler de rythme, fréquence, axe, onde P, intervalle PR et onde complexe QRS, intervalle QT et segment ST et onde. Concernant le rythme, deux questions importantes, régulier ou non, sinusal ou non. Concernant la première question, régulier ou non, tout simplement, on va regarder les intervalles RR. Sont égaux? Si oui, comme cet exemple, on dit que le rythme il est régulier. Sinon, comme celle-là, on dit que le rythme il est irrégulier. La deuxième question, sinusale ou non, on regarde est-ce que chaque onde P est suivie de complexe QRS et est-ce que chaque complexe QRS est précédé d'onde P. Si oui, comme cet exemple, on dit que le rythme il est sinusal. Sinon, comme ici, on regarde deux ondes P, on dit que le rythme il est non sinusal. Donc, récap, le rythme il est soit normal, c'est-à-dire régulier et sinusal, ou bien il est non régulier, non sinusal, comme le cas de la fibrillation atriale, ou bien il est régulier, non sinusal, comme le bloc atrioventriculaire type 2. Deuxième étape, la fréquence. Deux situations possibles. Le rythme il est régulier. La fréquence égale 300 sur le nombre de gros carreaux dans un intervalle RR. Dans cet exemple, il y a 5 gros carreaux. Donc la fréquence égale 300 sur 5 égale 60 bits par minute. Si le rythme il est irrégulier, la fréquence égale 900 sur le nombre de gros carreaux dans 3 intervalles RR successifs. Dans cet exemple, il y a 12 gros carreaux. Donc la fréquence égale 900 sur 12 égale 75 bits par minute. D'une façon générale, la fréquence normale elle se situe dans l'intervalle 60-100. Donc on considère comme tachycardie une fréquence qui est supérieure à 100 et une bradycardie une fréquence qui est inférieure à 60. Troisième étape, axe. Il est un peu complexe, mais on est là pour faciliter les choses. Tout simplement, on regarde le complexe QRS dans la dérivation D1 et AVF. Si le complexe QRS est positif sur D1 et AVF, on dit que l'axe est normal. S'il est négatif sur les deux dérivations, l'axe présente une déviation extrême. S'il est négatif à D1, mais positif à AVF, l'axe est dévié à droite. S'il est positif à D1, mais négatif à AVF, là, il faut regarder la dérivation D2. Et il y a deux situations. Si le complexe QRS il est positif sur D2, l'axe il est normal. S'il est négatif sur D2, l'axe il est dévié à gauche. Mais vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'une de ces dérivations elle est isoélectrique, c'est-à-dire 0. 0, est-ce qu'il est positif ou négatif ou qu'est-ce qu'on va faire? Bon question les amis. Et toujours pour faciliter les choses, 3 situations possibles. Première situation. D1 est isoélectrique, l'axe il est perpendiculaire à D1. Et on regarde à VF, s'il est positif, l'axe il est à plus 90 degrés. Et s'il est négatif, l'axe il est à moins 90 degrés. Deuxième situation. AVF est isoélectrique. L'axe il est perpendiculaire à AVF. Et on regarde D1. S'il est positif, l'axe il est à 0. S'il est négatif, l'axe il est à plus 180 degrés. Troisième situation. D1 il est positif, AVF il est négatif. Donc on doit voir D2 pour dire est-ce que l'axe il est normal ou bien il est dévié à gauche. Mais si D2 il est isoélectrique, tout simplement l'axe il est perpendiculaire à D2, c'est-à-dire il est égal moins 30 degrés. Easy peasy lemon squeezy. Facile, non? On va faire un petit exercice les amis. Dans cet exemple, on regarde que D1 il est négatif et AVF il est positif. Donc l'axe il est dévié à droite. Dans cet exemple, on regarde que D1 il est positif et AVF il est négatif. Donc on va voir D2. Il est positif, donc l'axe il est normal. Quatrième étape, onde P. La première question, est-ce qu'il est présent ou non? Si oui, on regarde sa morphologie. L'onde P, elle est bien visible dans les dérivations D2 et V1. Concernant les caractéristiques de la normalité, la longueur, elle est inférieure à 2,5 mm sur D2 et il est inférieur à 1,5 mm sur V1.
La largeur, elle est inférieure à 0,12 secondes, c'est-à-dire 3 petits carreaux. Dans cet exemple, vous regardez que l'onde de P elle est longue par rapport à la normale. On appelle cet aspect P pulmonaire et on le voit dans l'hypertrophie auriculaire droit. Ici, on regarde que l'onde de P elle est biphasique ou bien il a un aspect de M. On appelle cet aspect P métral, donc M métral. Et on le voit dans l'hypertrophie auriculaire gauche. Cinquième étape, intervalle PR. C'est l'intervalle entre le début de l'onde de P et le début de l'onde de Q. Sa largeur, elle est entre 0,12 et 0,2 secondes, c'est-à-dire 3 à 5 petits carreaux. Elle est prolongée dans le bloc atrio-ventriculaire. Elle est réduite dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White, associé à une onde delta causée par une pré-excitation de ventricule. Et on a un PR descendant, c'est-à-dire se décaler dans la péricardite, associé à un segment ST élevé. Sixième étape, onde de Q. Elle est pathologique lorsqu'il est profond de plus de 2 petits carreaux. Et on l'appelle dans cette situation onde de Q de nécrose, qui témoigne une infarctus de myocarde ancienne. Dans cet exemple, on regarde l'onde de Q de nécrose dans V1, V2 et V3, qui témoigne une ancienne infarctus de myocarde antérieure. Septième étape, complexe QRS. Sa largeur normale, elle est entre 0,08 et 0,12 secondes, c'est-à-dire entre 2 et 3 petits carreaux. Elle est large dans les arythmies ventriculaires, qui peuvent être soit extrasystole ventriculaire, tachycardie ventriculaire, ou bien on n'en sait pas bien la fibrillation ventriculaire, et d'autres pathologies comme le bloc de branche. Dans le bloc de branche droit, on a un complexe QRS d'aspect M en V1 et d'aspect W en V6. Dans le bloc de branche gauche, on a un aspect W sur V1 et un aspect M sur V6. Si vous pouvez les retenir de la façon suivante. Bloc de branche droit, Marau, M en V1 et W en V6. Et bloc de branche gauche, William, W en V1 et M en V6. Huitième étape, intervalle QT. C'est l'intervalle entre le début de l'onde de Q et la terminaison de l'onde de T. D'une façon générale, il est normal lorsqu'il est entre 350 et 440 millisecondes. Un QT anormalement prolongé est associé à un risque très élevé d'arythmie ventriculaire, en particulier torsade de pointe. Neuvième étape, segment ST. C'est l'intervalle entre la fin de l'onde de S et le début de l'onde de T. Dans cet exemple, vous pouvez voir une élévation de segment ST, c'est-à-dire un sus-décalage, qu'on le voit généralement dans l'infarctus de myocarde aigu et la péricardite. Si l'élévation de segment ST se voit dans les dérivations V1 et V2, on a une infarctus de myocarde antérieure septale. S'il est dans V3 et V4, on a une infarctus de myocarde antérieure apicale. S'il est dans AVL et D1, on a une infarctus de myocarde latérale haute. S'il est dans V5 et V6, on a une infarctus de myocarde latérale basse. Si on le voit dans AVF, D2 et D3, on a une infarctus de myocarde inférieure. La dépression de segment ST, c'est-à-dire le sous-décalage, se voit dans NST-AMI, c'est-à-dire l'infarctus de myocarde sans élévation de segment ST, l'ischémie myocardique, l'infarctus de myocarde postérieur et d'autres pathologies selon les cas. Dernière étape, onde de T. Elle est positive dans toutes les dérivations à l'exception de AVR et V1. Une onde de T ample, pointue et symétrique est généralement vue dans l'hypercalémie. L'inversion de l'onde de T est généralement vue dans l'ischémie myocardique, infarctus de myocarde et l'hypertrophie ventriculaire. Dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, on a un indice de Sokolov positif, c'est-à-dire la longueur de S dans V1 au V2 plus la longueur de R en V5 au V6, elle est supérieure à 35 mm. Dans l'hypertrophie ventriculaire droite, on a R sur S, il est supérieur à 1 dans V1 au V2, et R sur S, il est inférieur à 1 dans V5 au V6. Et on remarque un axe qui est dévié à droite. Et voilà les amis, on a terminé les 10 étapes. Appliquez ces étapes et vous serez capable de détecter les grandes anomalies de CG. Un peu d'entraînement et hop là, vous êtes OCGologue. Et pour s'entraîner, je vous propose le livre 150 ECG Problems. Si vous avez aimé le contenu, subscribe, like et share. Oh yeah!